Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire de l'IWEPS sur la mobilité. Alors c'est un contexte particulier. Bon, finalement, nous sommes tous très immobiles ces temps-ci et derrière nos ordinateurs. Et je trouve que c'est... Est-ce que ça préfigure en fait ce temps d'après ou est-ce que ça figure un autre temps? Ben voilà, ça fait partie des grandes questions qui s'ouvrent à nous. Alors j'ai plaisir de vous accueillir et de vous dire merci d'être là au nom de tout l'Institut. Donc, l'IWEBS a pour mission, en trois missions principales. La première, c'est de développer des statistiques sur la réalité, les réalités wallonnes et de pouvoir ainsi participer au débat démocratique et l'alimenter. Mais par ailleurs aussi, on met en place des évaluations de politiques publiques pour essayer de tenter de voir quels sont l'impact des politiques publiques sur la population, sur le territoire. Et par ailleurs, nous avons aussi des activités d'anticipation, de réflexion sur le futur. Et alors, bon, ce n'est pas l'actualité qui nous donne raison, évidemment, ça ne dépend pas de nous, mais très clairement, il y a un intérêt de plus en plus fort aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'administration, des universités, des décideurs politiques, de vraiment poser une réflexion dans le temps long. Et ce webinaire est tout consacré à cela, puisque c'est un webinaire qui va se mettre en place dans le cadre des séminaires Futurama que l'on développe maintenant depuis plus d'une année. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Simplement vous remercier beaucoup pour votre participation. Bon, c'est un peu particulier parce que les interactions peuvent se faire, mais ça, Vincent Calais va vous présenter tout le dispositif technique via le système de questions qui est à votre disposition. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon moment, confiné chez vous, devant l'ordinateur, peut-être au soleil pour certains d'entre vous. Et donc, merci beaucoup d'être là pour ce webinaire. Merci, Monsieur Brunet. Donc, Sébastien Brunet, administrateur général de l'IWEPS, vient de faire une brève introduction du séminaire. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, le Futurama, c'est un séminaire de prospective qu'on organise donc à l'IWEPS depuis un an. C'est le troisième du nom. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec finalement cette situation de confinement, c'est qu'on a pu étendre le public au-delà des murs, puisque les capacités de la salle à l'IWEPS étaient réduites à 60 personnes. Et on avait généralement plus de demandes, mais on devait refuser les inscriptions. Et donc cette fois-ci, on a pu vraiment ouvrir le public et permettre beaucoup de monde à venir. Donc ça, c'est l'avantage du webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilité et aussi d'immobilité, puisque la mobilité a été largement interrompue ces derniers mois et on a tous vécu finalement une situation étrange où notre liberté de circulation s'était arrêtée et du coup, on a pu prendre conscience, se rendre compte du rôle que la mobilité peut avoir dans nos vies, de la dépendance finalement qu'on a à cette mobilité. Et on peut aussi se questionner sur le sens qu'elle peut avoir, sur les raisons de cette mobilité qu'on a développée. On a peut-être oublié finalement qu'on a cette injonction à la mobilité, comme le disent certains. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'investiguer un peu cette question, de la comprendre. Le séminaire initialement avait été pensé avant le confinement. Donc la problématique qu'on s'était fixé de travailler, c'était une problématique qui était focalisée sur la mobilité, donc comprendre comment on se meut aujourd'hui, en particulier donc les personnes individuellement, où on en est, et surtout quels sont les enjeux en termes d'accès, c'est-à-dire est-ce que tout le monde peut accéder de la même façon à la mobilité, est-ce qu'il n'y a pas, et il y en a, on sait, des ségrégations spatiales et sociales pour accéder à ces moyens de transport qui sont devenus des outils indispensables de la vie quotidienne et de nos loisirs et aussi de notre travail. Donc on va essayer d'approfondir ça aujourd'hui. Je fais une petite introduction de quelques minutes et après je céderai la parole aux différents intervenants donc pour présenter la thématique. Alors, je vais balayer un peu le jeu de différents enjeux qu'on peut avoir et surtout vous expliquer la problématique on a choisi de développer dans ce cadre-ci. Donc, les enjeux ici, c'est des enjeux génériques, ce pas des enjeux vraiment spécifiques à la Wallonie, donc c'est plutôt des questions qu'on peut se poser. Alors, en prospective, on réfléchit souvent en trois parties, c'est-à-dire on essaie d'établir différents constats.
et puis d'identifier des enjeux et de réfléchir à des pistes d'évolution. Ça peut prendre parfois, dans certains projets plus développés, des scénarios. Alors, on a une série de publications à l'IWEPS qui portent sur ces questions et dans lesquelles on essaie d'adopter cette démarche sur des problématiques qui sont extrêmement variées. Donc, le premier Futurama va porter sur la démocratie et là, on avait fait un cahier spécifique. Puis récemment, on a eu aussi une publication sur les scénarios possibles de l'après-crise qui a eu beaucoup de succès et que vous avez peut-être lu. On a publié récemment un cahier de prospective sur la formation des adultes et le prochain qui sort dans quelques jours porte sur des questions qui ont l'air de rien comme ça, mais qui sont en fait très importantes au niveau alimentation et agriculture et environnement. C'est la question de l'élevage bovin. Donc je vous invite à suivre l'actualité à ce niveau-là. Mais bon, venons à la question de la mobilité directement. Donc la mobilité, d'après les derniers chiffres du SPW, les chiffres les plus récents, la mobilité, donc 95% du transport terrestre de personnes en Wallonie se fait par la route et donc 81% en véhicule particulier. Donc ça, c'est les derniers chiffres. Donc il y a une domination de la voiture. On remercie Henry Ford pour ça, qui payait, entre guillemets, ses ouvriers suffisamment bien pour pouvoir acheter une voiture et donc commencer à se déplacer en voiture. Donc, il y a eu finalement cette mobilité, s'est construite petit à petit, elle a dominé nos modes de vie, elle a organisé l'espace, puisque même les logiques d'urbanisation, de développement de l'habitat périurbain, c'est basé sur le développement de l'automobile et de l'accès au pétrole raffiné et à un coût relativement bas. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est d'approcher les choses d'une façon relativement complexe et donc de décliner finalement cette action qui est de se mouvoir en différentes dimensions. Donc, si on pense à la mobilité, c'est une pratique sociale, donc c'est le fait de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B, mais ça a toute une série de conséquences, on ne le fait pas pour rien, ça se fait dans un cadre professionnel, de loisirs personnels. Cette mobilité, elle est basée sur des infrastructures et des technologies qui sont indispensables, donc l'automobile, les routes, euh, les voies ferrées, etc., les voies aériennes, et enfin, tous les moyens de transport, et elle se construit sur la base d'une économie. Donc il y a toute une économie qui est liée au transport et à la mobilité, et l'économie est aussi dépendante des transports et de la mobilité. L'échelle à laquelle se construit l'économie mondiale est basée précisément sur cette capacité à déplacer des personnes et surtout des biens pour son fonctionnement. Elle est évidemment tributaire d'énergie, donc dès le moment où on utilise des machines pour se mouvoir, bah, on doit les alimenter en énergie, que ce soit l'énergie, la vapeur au début, puis l'électricité et le pétrole. La dépendance à l'énergie est extrêmement importante et fondamentale, et elle a directement un impact sur toute une série de territoires, puisque l'aménagement du territoire est basé en grande partie sur les capacités à se déplacer sur ce territoire, à relier des points A au point B, et la structuration des espaces est intimement liée à ces mobilités et au mouvement des personnes sur ces territoires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid-19 est arrivé. Alors, a-t-il bouleversé les choses? On ne le sait pas encore, mais il a eu un impact majeur sur le mouvement, puisque le confinement a finalement bloqué les gens chez eux. Alors, Apple, en fait, s'est livré, donne accès sur sa plateforme, sur son site, aux données liées aux demandes d'itinéraires sur son application de cartographie. Et donc, on voit ici les données dans le temps. À gauche de votre écran, vous avez les données liées aux demandes d'itinéraires à l'échelle mondiale. Et à droite, vous avez les données dont il dispose à l'échelle belge. Et donc, on voit clairement l'effondrement au moment du confinement des déplacements si on utilise cet indicateur de demande d'itinéraire. Bon, alors je ne connais pas la fiabilité de ces données, en particulier pour ce qui est les données de droite à propos de la Belgique sur les distinctions entre marche et transport routier, mais disons, ça donne une idée. Alors, on s'est aussi rendu compte que la mobilité a un impact énorme sur l'environnement, on le savait, mais le fait de ne plus bouger fait que on voit une grosse différence. Alors, les courbes ici sont les émissions de CO2 par les différentes activités. Les transports représentent le principal poste au niveau des émissions de CO2
tout secteur confondu. Et on voit aussi que la mobilité, en fait, elle a eu un impact direct sur cette pandémie, sur la diffusion du virus. Et donc, les données des transports aériens de l'IATA, par exemple, qui sont présentes ici, montrent, par exemple, que sur les 20 dernières années, donc entre 1996 et 2016, les liaisons aériennes entre villes ont doublé en 20 ans, à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de connexions entre les villes dans le monde aujourd'hui qu'il y a 20 ans, même peut-être plus, puisque les données datent d'il y a 4 ans. L'autre aspect, et qui est assez impressionnant, c'est qu'en Chine, d'une année à l'autre, donc de 2015 à 2016, le nombre de voyageurs a cru dans des proportions impressionnantes, puisque c'est 37 millions de voyages, de voyages individuels de plus entre 2015 et 2016. Donc, ça montre l'intensité aussi du développement chinois au niveau des transports qui est absolument fou et ça montre à quel point les interconnexions, les circulations des personnes, etc., ont un impact sur la santé. Et donc, on a une nouvelle forme finalement de diagramme qui apparaît, puisque on avait la mobilité, c'est une pratique, elle se base sur des infrastructures, elle génère une économie, et elle est dépendante de l'énergie et elle influence les territoires, mais elle a aussi un fort impact sur l'environnement et elle est intimement liée finalement à la santé. Et donc, on a de nouveaux enjeux qui émergent. Alors justement, en termes d'enjeux, un bureau d'études en mobilité, qui est peut-être présent d'ailleurs dans le public, je ne sais pas, a produit une enquête très intéressante justement sur l'impact du Covid-19 sur les mobilités et les pratiques de mobilité. Donc c'est cette étude dont vous avez peut-être entendu parler, Flattened Mobility Curve des bureaux Maestro Mobile et Espace Mobilité. Et à l'échelle wallonne, ils ont fait donc une enquête auprès de 3500 personnes avec un échantillon relativement bien structuré qui montre en fait l'avant et l'après. Alors ici, j'ai pris les données dont ils disposent pour la Wallonie. Donc, elles confirment le fait qu'il y a une domination de la voiture dans les transports, par exemple, mais aussi que les pratiques de télétravail sont présentes, mais dans des proportions relativement moyennes, puisque 20% des personnes déclarent faire du travail régulièrement et 15% parfois. Et après la crise, ils montrent que les choses pourraient changer, puisque là, ils enquêtaient les personnes sur leurs intentions, hein, puisque c'était pas des faits, c'était pas comment les choses ont vraiment changé, mais plutôt sur ce qu'ils comptaient faire. Alors ici, on se rend compte que les personnes souhaitent, la grosse variable, et apparemment touche davantage le télétravail, donc les gens souhaitent davantage rester chez eux pour travailler que d'aller travailler. Par contre, en termes de transformation des pratiques de mobilité, l'enquête montre que les intentions de transformation radicale ne sont pas très élevées, mais elle montre aussi que la part modale liée au vélo pourrait bénéficier de la situation, parce que les personnes déclarent qu'ils se déplaceront probablement plus à vélo qu'auparavant, puisqu'ils ont eu, grâce entre guillemets au confinement, la capacité à l'utiliser davantage. D'ailleurs, les marchands de vélos ont été dévalisés pendant la période de confinement. Alors, quelles évolutions possibles? Alors, c'est justement la question qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui dans ce Futurama, donc à travers les interventions des différentes personnes. Donc, on va commencer par une première intervention de Julien Juprel, qui est chercheur à l'IWEPS et qui travaille avec Julien Charlier et Amandine Mazui sur des questions de mobilité à l'IWEPS. Et il va nous présenter un travail qu'ils ont réalisé sur la question de l'accès à la mobilité. Puis, donc, c'est plutôt la phase constat dans cette partie-ci. Puis, Frédéric de Brusquez et Mathieu Strahl, qui sont géographes et qui sont chercheurs à l'ULB, vont aborder la question de l'accès à travers la question de la justice, c'est-à-dire justement les difficultés d'accès au transport, la question de la ségrégation socio-spatiale. Dans une troisième intervention, les interventions qui suivront, donc les trois suivantes, vont en fait porter sur des enjeux plus prospectifs. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 représentants du secteur privé qui ont travaillé sur des études sur la question des transports en Belgique. Donc il y a Quentin Jouan du bureau de Loite
qui va présenter la réflexion qu'a menée Deloitte sur l'avenir de la mobilité en Belgique et en Wallonie. Puis Amélie Carden et Juliette Valkirs vont aborder tous les enjeux liés au transport ferré, qui sont fondamentaux et intéressants, puisque l'idée, c'est quand même qu'il y ait un passage de la part modale de la voiture vers qu'on réduise la part modale de la voiture pour passer vers des modes de transport collectifs. Donc, elles vont aborder les transports ferroviaires qui ont évidemment un impact positif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on a l'honneur d'accueillir Stéphanie Vincent, qui est professeure à l'Université Lumière à Lyon et qui va nous aborder toute une série d'enjeux prospectifs par rapport aux évolutions de la mobilité. Voilà, me revoilà. Donc, j'invite donc sans tarder Julien Juprel à nous rejoindre sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour nous présenter son intervention sur la question de l'accès à la mobilité en Wallonie. Donc, Julien Juprel, il est économiste à l'IWEPS et il est spécialisé sur les questions de mobilité et d'énergie. Il participe notamment aux enquêtes de mobilité réalisées par l'IWEPS. Donc, Julien, tu as 15 minutes pour nous présenter les conclusions de ton travail. Merci, Vincent. Donc, je vais déjà essayer, si ça fonctionne toujours bien, de partager ma présentation. Donc voilà, ma présentation a pour thème l'accès à la mobilité et vise également à apporter à la discussion divers éléments de cadrage, car il s'avère que la mesure de l'accessibilité au lieu d'un territoire est d'une grande utilité pour les politiques de mobilité et l'aménagement du territoire. Cette présentation a été réalisée, comme l'a dit déjà Vincent, avec le concours de mes deux collègues Amandine Mazoui et Julien Charnier, que je tiens à remercier dès à présent. Plusieurs points seront traités. En préambule, une précision quant à la notion d'accessibilité choisie, une mise en contexte à l'aide de divers constats globaux et également par rappel des ambitions en matière de mobilité au niveau de la région wallonne. Ensuite, un exemple concret d'estimation de l'accessibilité au train, avec, in fine, en guise de conclusion, une série de recommandations ainsi que quelques interrogations pour inviter au débat dans le cadre de ce Futurama. Qu'entend-on par accès à la mobilité? Tout d'abord, une précision sémantique préalable par rapport aux deux termes repris dans l'intitulé, à savoir accès et mobilité. La mobilité est une notion attachée à la personne, donc soit la capacité ou l'aptitude à concevoir un projet de mobilité réalisable, alors que le terme accessibilité est attaché à l'organisation de l'espace et plutôt aux aspects conditions matérielles. Il existe plusieurs exceptions sous-jacentes au terme accessibilité, une notion plus cognitive, voire socio-cognitive, qui renvoie à la question des capacités intrinsèques des individus à comprendre des informations, à déchiffrer les codes et les règles pour utiliser soit un réseau, soit comprendre son fonctionnement pour pouvoir utiliser un moyen de transport. Donc, dans cela, on est dans une question de mobilisation d'un potentiel individuel lié, par exemple, au concept de motilité, mais qui peut déboucher à terme sur des questionnements d'ordre de mobilité sociale, voire de mobilité inclusive, etc. On a aussi une acception en termes économiques qui fait là, pour faire court, référence à la capacité financière d'accéder aux services. Et ensuite, il y a aussi une acception ou une notion géographique liée à l'accessibilité qui correspond à la facilité plus ou moins grande d'accéder à un lieu en fonction de différents moyens de transport existants. Donc, c'est cette dernière définition qui est en filigrane de ma présentation et dans l'exemple visé plus loin dans ma présentation, plus en aval, soit une mesure des relations et interactions entre l'aménagement du territoire, l'utilisation du sol et la mobilité, dont le système de transport en lien avec notre dernier WP qui portait sur la mesure de l'accessibilité géographique du territoire wallon selon différents modes de transport, moyens de transport, avec une première application aux gares ferroviaires wallonnes.
Donc, tout d'abord, quelques constats. Comment nous déplaçons-nous? Selon la dernière enquête de mobilité, on constate la prédominance de la voiture dans les déplacements des Belges, tant au niveau du nombre de déplacements qu'en termes de distance parcourue. On peut également remarquer une diversité régionale intra-Belgique avec une part de la voiture plus importante en Wallonie et donc en cela une situation moins favorable qui laisse aussi sous-entendre que les efforts à fournir devraient être plus conséquents pour diminuer cet ancrage relativement plus important de la voiture en Wallonie. Au niveau des motifs maintenant pour lesquels nous nous déplaçons, nous constatons une érosion des motifs de déplacement pour le travail et l'école, qui formaient en soi traditionnellement le noyau dur, stable, régulier dans le temps et l'espace sur lesquels étaient basées les diverses politiques de mobilité. Et nous nous retrouvons donc avec une part grandissante des autres motifs de déplacement pour lesquels l'usage de la voiture est toujours privilégié. On se retrouve donc avec une diversité des trajets, une diversité en termes de distance parcourue, de fréquence, voire au niveau de la récurrence, avec des trajets plus diffus que les déplacements habituels pour aller au travail ou au lieu de scolarité. Au niveau de la demande globale en transport, toujours une tendance claire, à savoir la croissance de la population s'est accompagnée d'une croissance en demande de transport, d'une croissance du parc automobile, et du taux de motorisation, avec également une croissance du trafic en termes de véhicules kilomètres ou de voyageurs kilomètres. Ce qui, comme l'a dit Vincent, n'est pas sans dommage au niveau de l'environnement et pour ce qui est au niveau des émissions de GES, de gaz à effet de serre, le transport est un des principaux contributeurs avec 25% des émissions GES, et surtout que depuis 1990, il est en croissance tant d'un point de vue relatif, plus 31%, qu'en valeur absolue. Ici, ce sont des chiffres pour la région wallonne. Par ailleurs, pour la société, le coût de la cogestion a été estimé au niveau belge à 2,3 milliards d'euros. Enfin, pour conclure au niveau des constats et pour revenir au lien étroit entre territoire et mobilité, par ce schéma qui en soi représente le cercle vicieux engendré par la dépendance à la voiture, l'introduction de l'automobile a créé des réactions en chaîne où l'on y retrouve plusieurs effets combinés, concomitants et s'additionnant. En effet, la voiture a modifie encore les pratiques de déplacement, les modes de vie. Elle permet de parcourir plus rapidement les distances, rend plus facile en soi l'urbanisation des terrains périphériques dits moins chers et donc l'étalement urbain. Ce phénomène rend in fine incontournable l'usage de la voiture et produit en soi une dépendance collective à l'automobile comme mode de transport avec en corollaire un accroissement des infrastructures et des capacités pour l'absorption des trafics et en fait produit une demande induite et régénère en soi le fait que ce cercle se remet d'autant plus à tourner. À ce schéma, n'oublions pas d'ajouter également l'impact d'autres considérations liées à la voiture, soit l'hypermobilité de nos sociétés impliquant la possession d'une voiture, sa valeur culturelle, le statut social conféré à l'utilisateur ou au propriétaire de la dite voiture. Et tous ces éléments laissent à penser qu'on est bien dans un concept de société de consommation et d'un système fondé sur une stimulation systématique aboutissant in fine à une idée de surconsommation. Pour en venir au niveau des ambitions de la Wallonie, pour rappel et pour les régionaux de l'État, si je puis dire, via la vision FAST et la stratégie régionale de mobilité, la Wallonie a des objectifs ambitieux pour améliorer la mobilité et la sécurité des déplacements en Wallonie. Donc, elle vise à l'horizon 2030 à réduire les déplacements en voiture à 60% des déplacements totaux des personnes et à augmenter les parts respectives du train et du vélo dans la mobilité des Wallons. Donc, ce sont des enjeux importants pour la nouvelle législature et pour changer le modèle et adapter le système actuel de mobilité centré sur l'usage de la voiture, de l'automobile. Et ici, il faut que cela se fasse tout en rencontrant les différents besoins d'accès aux personnes, d'accès aux services, d'accès aux biens et en préservant
tant se faire se peut, l'environnement et sans nuire également à l'équité sociale, volet aussi social dans la problématique. Comment dès lors changer le système? La gestion de la mobilité nécessite en soi une intervention coordonnée à différentes échelles territoriales et est fortement tributaire de la localisation des lieux de vie et d'activité. Pour aider à cette intervention coordonnée, pour rencontrer ces objectifs ambitieux cités plus haut, et en prenant un exemple étayé dans notre WP, une solution possible serait de travailler au niveau de l'accessibilité au train. L'offre ferroviaire étant un élément structurant important de la mobilité et sur lequel les ambitions de report modal sont fortes. Donc, dans nos travaux, nous avons procédé à la génération d'aires d'accessibilité aux gares en Wallonie, particulièrement aux gares IC et selon 3 moyens de transport, ce qui permet également de visualiser la couverture territoriale du service ferroviaire. Donc, sur la carte présentée, vous pouvez voir les différents types de gares. Les gares IC sont les points verts. J'espère que c'est assez lisible de chez vous. Et les différents territoires, zones d'accessibilité situées à moins de 15 minutes d'un arrêt de train. L'étendue de la zone varie en fonction du moyen de transport visé. Et donc, par exemple, l'étendue avec la couleur la plus foncée étant celle pouvant être réalisée à pied. Le petit zoom, la petite incruste donne une vision micro des résultats obtenus. Donc, et pour chaque zone colorée de la carte, nous avons calculé le nombre d'habitants présents dans celle-ci, soit la colonne 3 du tableau de droite, et ça part dans la population totale wallonne en colonne 4 du tableau de droite. Nous tirons divers constats et qui, en fait, ici, c'est une contraction de tout ce qui est mentionné dans l'OIP. Donc, on peut déjà, a priori, voir que beaucoup de territoires ruraux ne disposent pas d'une offre de base en train. On a donc une mise en évidence de la dépendance de ces communes, de ces territoires aux modes de transport routier motorisé que sont la voiture, la moto, le bus. Les zones d'accessibilité à moins de 15 minutes à vélo permettent d'affiner la couverture spatiale de proximité des gares. Et troisièmement, le croisement des aires d'accessibilité avec les différentes données géographiques et notamment les usagers potentiels au service ferroviaire, à savoir ici premièrement les habitants, met en évidence des chiffres intéressants, à savoir qu'une personne sur 5, donc un peu moins de 17% de la population wallonne, habite à moins de 15 minutes à pied d'une gare. Et 3 personnes sur 5, soit 61% de la population wallonne, sont à moins de 15 minutes à vélo d'une gare, voire 36% dans le cas des gares IC. Soit ces différents éléments sont un constat intéressant et pouvant justifier une approche spécifique pour ces zones stratégiques en termes urbanistiques, d'aménagement du territoire, d'accessibilité et au regard des ambitions de report modal visées par la stratégie régionale de mobilité. Précisons bien évidemment que ici, c'est une constatation générale pour l'ensemble de la Wallonie qui cache en soi des réalités fort différentes selon les gares et leur type. Précisons aussi que l'analyse d'autres indicateurs ou pas tout à fait ceux ici présentés sur le slide, l'analyse d'indicateurs spatialisés a montré qu'il y avait une croissance de population à proximité cyclable des gares, ce qui semble bénéfique par rapport aux objectifs et de report modal vers les alternatives à la voiture. Cependant, cette croissance est moins forte qu'ailleurs sur le territoire, ce qui renforce probablement également la dépendance à la voiture de ces nouveaux habitants et met en évidence la poursuite d'une certaine dispersion de l'habitat sur le territoire par rapport à ces points centraux investigués ici plus haut. Précisons encore que les travaux de l'IWEPS montrent aussi, de par les enquêtes, les contradictions des Wallons entre leur choix de lieu de vie, quand évidemment ils ont la possibilité de choisir, et leur souhait d'accès ou de proximité à certains services, en ce compris les transports publics. En fait, la localisation actuelle de l'offre en service et en transport public et la demande d'accès à ces derniers
et qui est en soi le reliquat une situation, un reliquat d'un système de mobilité centré sur la voiture et les conséquences d'un étalement de l'urbanisation sur le territoire, n'apparaît pas tout à fait en adéquation avec les conditions pour atteindre les objectifs de la vision FAST. Comment dès lors faire correspondre les tendances et constats actuels avec les attentes au regard des objectifs ambitieux de la vision FAST, soit une part des déplacements en train qui passerait de 9 à 15%. Diverses actions sont recommandées en jouant de concert sur l'offre, la demande et la gouvernance, à l'instar de ce qui est prôné par la stratégie régionale de mobilité. Donc, comment y parvenir? En rendant plus crédibles, plus praticables les alternatives à la voiture et par une meilleure attractivité et service des transports en commun ou transports collectifs, et par des aménagements adéquats pour la sécurité des piétons et des vélos, notamment dans les zones à haut potentiel de report modal, telles que visé plus avant ici dans la présentation. En maîtrisant également l'étalement urbain et en reconcentrant la demande à proximité des centralités et des arrêts de transport collectifs, avec également un rôle important des pouvoirs publics à jouer notamment dans et pour une transition facilitée vers un nouveau système avec un usage moindre de la voiture. Donc, ici, il y a également un effort aussi à mener pour sensibiliser et responsabiliser le citoyen dans l'intérêt d'avoir des services à proximité piétonne de son domicile que les acteurs publics et économiques, car leur localisation va générer des déplacements et définir, formater les modes de déplacement à utiliser pour accéder à eux. Ensuite, je voudrais également souligner que l'on ne peut pas toujours tout prévoir et l'exercice de prospective en soi se révèle difficile, ça c'est une petite boutade à mes collègues, car il reste divers inconnus tant au niveau des développements et choix technologiques. Bien évidemment, il y a de la smart mobility, il y a de l'intelligent transport system, et également tant qu'au niveau de l'évolution des coûts de l'énergie, de l'évolution démographique, socio-démographique, socio-économique, de l'environnement. Preuve en est, comme l'a mentionné Vincent, avec la situation récente et de la crise Covid-19, où l'hypermobilité de notre société a été mise à mal. Situation dans laquelle on a pu relever des adaptations rapides de tout un chacun dans les comportements, dans les pratiques, tant pour se déplacer, peu de déplacements, usage accru des modes actifs, mais également des stratégies d'évitement, de méfiance face à entre guillemets, la promiscuité des transports collectifs, que dans la manière de travailler ou de fonctionner dans le monde du travail, avec un recours accru au télétravail, aux visioconférences, etc. Peut-être en subsistera-t-il quelque chose tant au niveau de l'individu, avec une interrogation sur sa mobilité, sur sa vulnérabilité également, parce que tout le monde n'a pas le choix du mode de transport ou est captif d'un mode de transport, n'a pas forcément la possibilité de faire du télétravail ou des visioconférences, etc. Et donc, il y a aussi des questions sous-jacentes d'équité sociale qui, en soi, ont peut-être été rendues plus visibles et pour lesquelles il y a lieu, à un moment donné, de rencontrer, ou en tous les cas, d'avoir des mesures pour rencontrer ces réalités. Et peut-être aussi, en subsistera-t-il quelque chose au niveau des pouvoirs publics, car en soi, leur orientation, leur politique déjà menée ou nouvellement menée peuvent s'en trouver consolidées, notamment dans la mise en œuvre de mesures pour la maîtrise de la mobilité voiture et pour continuer à la confiner à sa juste mesure, notamment dans les centralités et lieux à haut potentiel de report modal. Donc ici, c'est vrai que j'ai peut-être parlé beaucoup de ce qu'il y a lieu de faire dans des territoires bien spécifiques et caractérisés par certaines qualités pour lesquelles il y a un fort potentiel de report modal. Mais bien évidemment, il faut investiguer l'ensemble des territoires en fonction de leurs spécificités et leur apporter une réponse en termes de mobilité adéquate qui se cumule à une politique concertée en termes d'aménagement du territoire. Voilà, j'espère être dans le timing. Oui, mais merci de votre attention.
Merci beaucoup, Julien. Bah oui, je pense que allez, à 1 minute près, c'est bon. Donc un grand merci. On a déjà eu quelques questions et donc ça c'est un point que j'ai pas abordé dans l'introduction. Donc dans le système qu'on utilise, il y a un onglet questions. Donc je vous invite à poser vos questions. Dans la mesure du possible, on va vous demander un petit effort de formulation. Donc si vous pouvez vraiment écrire une question complète plutôt qu'un commentaire. Cet onglet questions a une finalité de réflexion, pour poser des questions, et pas une finalité de chat. Donc, on vous demande de ne pas commenter les présentations, mais bien de formuler des questions si vous voulez qu'on y réponde. Donc, par rapport aux questions, on a une petite séance de questions-réponses qui va arriver en principe après la prochaine présentation. C'est plutôt des questions factuelles de précision. Et à la fin de la séance, on aura une vingtaine de minutes pour vraiment discuter plus en profondeur. Et là, on a un collègue qui suit les débats et qui reviendra vers nous en épinglant toute une série de questions et d'enjeux. Donc, un grand merci, Julien. Je vais inviter bah, Tout à l'heure. Frédéric et Dobrusquez et Mathieu Stral à nous rejoindre maintenant. Donc, Frédéric Dobrusquez et Mathieu Stral, ben voilà Frédéric, donc sont chercheurs à l'ULB. Donc Frédéric Dobrusquez, il est géographe et il est enseignant-chercheur à l'ULB IGEAT. Il est aussi directeur du Centre interuniversitaire d'études de la mobilité et vice-président de la commission régionale bruxelloise de mobilité. Ses recherches portent sur la géographie et la politique des transports, surtout urbains et à longue distance, et sur les enjeux environnementaux liés au transport. Alors, Mathieu Stral, il est également géographe et il est chercheur à l'ULB IGEAT aussi. Il enseigne également au Centre interuniversitaire d'études de la mobilité. Et ses recherches sont à la croisée des politiques de transport, de la géographie économique et de l'aménagement du territoire. Il s'intéresse tant au transport de passagers qu'au transport de marchandises et à la logistique. Donc je laisse Frédéric faire la présentation, je pense, et Mathieu est également présent pour continuer. Voilà, je vous laisse présenter. Donc vous avez un quart d'heure, donc il est 37, donc jusqu'à 52, quoi. Ok, merci Vincent. Précision ferroviaire. Bonjour à tous. Vous voyez mes slides? Est-ce que vous voyez les slides? Oui, moi je les vois en tout cas. Ok, bon, si Bon, on les voit, c'est parfait. Donc, bon, parfait, merci. Bonjour à tous et bonjour en particulier à mes anciens étudiants et étudiantes, surtout que j'ai vu dans la liste. Donc, on va parler justice dans les transports et de manière assez appliquée. Donc, c'est moi qui cause, mais c'est un travail commun avec Mathieu Stral qui est dans les coulisses de ce plateau. Voilà, alors la notion de justice dans les transports, transportation justice, est surtout développée dans la littérature anglo-saxonne. Alors il y a des grands débats théoriques, philosophiques, épistémologiques, je vous en fais grâce, sur comment on conçoit la justice. Je peux envoyer les références à quiconque m'en ferait la demande après. Et pour retenir une définition consensuelle, la justice, enfin, en tout cas, il y a justice quand il y a équité dans la façon dont les avantages et les inconvénients des transports et des politiques de transport et de mobilité sont distribués. Et donc, si tous les groupes sociaux, tous les espaces profitent et subissent de la même façon ou de manière proportionnée ou proportionnelle les impacts positifs et négatifs, il y aurait justice et dans le cas contraire, il y aurait injustice. Donc il y a une dimension sociale. Alors on pense aux revenus, mais il y a également le genre, l'âge. Vous pouvez trouver beaucoup de critères d'ordre sociaux ou sociologiques qui comptent. Et alors, il y a évidemment la dimension spatiale ou géographique. Est-ce que tous les quartiers, toutes les communes, toutes les régions, toutes les provinces profitent ou subissent les choses de la même manière? Alors, quand on pose la question de l'équité, inévitablement, on en arrive à la question de la mesure de l'équité. Et dans ce qu'on appelle la littérature classique sur la justice des transports, on se focalise en général sur la question de l'accessibilité, ce qui va bien avec le thème d'aujourd'hui,
et sur les impacts environnementaux. Donc ça, c'est la manière simple d'aborder la question de savoir s'il y a justice ou pas. Alors, juste pour information, il y a des gens à qui ça pose problème, en tout cas qui en font la critique, et qui disent que la question de la justice, c'est bien plus que pouvoir accéder au transport, ou c'est bien plus que subir de manière proportionnée les transports, mais qu'il faut également regarder les liens complexes, multidirectionnels et tout ce que vous voulez, entre transport, pauvreté, racisme, gentrification, etc. Je suis entièrement d'accord, et donc c'est Teresa Enright en particulier qui dit ça. Donc je suis bien d'accord avec, mais en attendant, je pense qu'on ne peut pas faire d'économie de la vision classique pour opérationnaliser de manière empirique la question de la justice dans les transports. Et c'est ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui rapidement, au travers de trois cas concrets, un qu'on a trouvé dans la littérature et deux qu'on a étudiés par nous-mêmes. Le premier cas, qui nous vient donc de cet article publié l'année passée, est la question de savoir qui émet des polluants atmosphériques en rapport avec le trafic routier et qui les subit. Donc c'est une étude assez costaud et basée sur vraiment des grandes quantités de données au Royaume-Uni. Et voilà une partie des résultats les plus importants. Donc sur les graphiques du haut, vous voyez la concentration de polluants en fonction, donc par concentration croissante, donc ce sont des microgrammes par mètre cube, et vous voyez ces concentrations en fonction de la pauvreté. Et sur le graphique de droite, vous voyez la même information, mais pour les particules fines taille 10. Alors, ce que nous disent ces deux graphiques du haut, c'est que ce sont les ménages les plus pauvres au Royaume-Uni qui sont le plus exposés à la pollution au trafic routier. Ça, c'est quand même une information qui n'est pas négligeable, qui ne va pas nécessairement de soi parce qu'elle dépend de la structure socio-spatiale des villes. Donc dans des villes qui concentrent la pauvreté, il y a plus de probabilité que les pauvres soient soumis à la pollution. Dans des villes où les pauvres sont rejetés en lointaine banlieue, là où les concentrations de polluants sont en général moindres, la situation peut éventuellement être inversée. Dans les graphiques du bas, on vous dit qui émet, en tout cas quel groupe, quel est le lien entre émissions de polluants atmosphériques par les véhicules particuliers en fonction de la pauvreté. Et vous voyez qu'on a ici des graphiques inverses, c'est-à-dire que en fait, les pauvres sont de faibles contributeurs à la pollution atmosphérique. Et donc il y a bien typiquement ici une injustice environnementale, puisque les pauvres subissent une pollution qu'ils contribuent très peu à générer. Donc vous avez des riches, pour simplifier, des riches avec des grosses voitures qui émettent des polluants dans des zones où ils n'habitent pas et qui sont plutôt habitées par des pauvres. Donc voilà bien un exemple d'injustice environnementale, et je serais très intéressé de voir le même exercice réalisé en Belgique dans nos villes. Le deuxième cas pratique, c'est l'exclusion, c'est bien de ça qu'il faut parler, l'exclusion physique des personnes à mobilité réduite. Donc au master de spécialisation en transport et logistique, qui est un master interuniversitaire organisé par l'ULB, l'ULiège et l'UNAMUR. Je salue d'ailleurs les deux collègues de Liège et Namur qui sont présents à ce séminaire. Donc, avec nos étudiants, qui pour la plupart viennent de pays en voie de développement, on fait l'exercice de sortir sur le terrain une demi-journée en fauteuil roulant. Et donc, c'est ce que vous voyez ici en photo. Donc, on essaye concrètement de monter dans des bus, dans des trams, dans des métros et dans des trains. Vous voyez ici sur la photo de droite, on est à la gare de Schumann. On a mis le train 10 minutes en retard simplement parce qu'on a eu l'idée saugrenue de faire rentrer 6 fauteuils roulants dans le train. Donc ça vous donne une idée de la situation. Et encore ici, vous voyez des photos de véhicules dans lesquels on a pu accéder. On a fait un bilan
donc sur base d'informations SNCB, avec la SBL, passe le message à ton voisin qui défend les intérêts des personnes à mobilité réduite. On a fait une carte de l'ensemble des gares belges, des gares ferroviaires belges, en fonction de leur accessibilité ou pas. Alors, le critère, c'est l'accessibilité intégrale au sens de la SNCB. On pourrait discuter des critères, mais pour la SNCB, ça veut dire un quai haut, à 76 cm. Donc en Belgique, il y a 3 hauteurs de quais. On parle ici de quais hauts, donc ceux qui sont plus ou moins au niveau des trains. Tous les quais accessibles, donc soit directement depuis l'espace public, soit avec des ascenseurs, au moins un automate de vente accessible et alors une ligne guide pour les personnes malvoyantes ou pas voyantes du tout. Alors, ce que vous voyez en vert, ce sont les gares, il n'y en a que 22 sur presque 500, enfin plus de 500, pardon. En vert, ce sont les gares où il y a une accessibilité intégrale et une assistance, c'est-à-dire du personnel qui aide les PMR à monter dans les trains. Les petits triangles orange, il y a du personnel pour vous aider, mais il n'y a pas d'accessibilité intégrale. Ça veut dire qu'il y a du personnel qui est là, mais vous risquez de ne pas avoir d'ascenseur pour monter sur le quai, donc vous risquez en fait de jamais arriver au quai. Ou peut-être que vous êtes sur le quai qui est contigu à la rue d'un côté, mais quand vous revenez, vous êtes sur le quai opposé qui, lui, ne donne pas accès à la rue. Donc c'est une accessibilité qui n'est pas nécessairement utilisable. Enfin, ce sont des gares qui ne sont pas nécessairement utilisables. Les petits ronds rouges, c'est l'inverse. Donc vous avez l'accessibilité intégrale, mais il n'y a pas d'assistance. Ça fait 49 gares. Alors, il faut savoir que selon les règlements de la SNCB, s'il n'y a pas d'assistance et que vous êtes en fauteuil roulant, vous n'êtes pas censé monter tout seul à bord du train. Donc ça veut dire que vous avez 49 gares en Belgique où tout a été aménagé pour l'accès des PMR, mais ils ne peuvent théoriquement pas les utiliser faute de personnel. Et puis en gris, vous avez toutes les gares qui sont ni accessibles, ni dotées d'assistance. Donc ça fait quand même, on pourrait pondérer ces résultats par le nombre de passagers, mais en termes géographiques, on voit quand même que l'essentiel de la Belgique, l'essentiel du réseau ferroviaire belge est inaccessible pour les personnes en fauteuil roulant. Et alors, troisième exemple, ça va intéresser tous les fanatiques de technologie et de smartphones. Vous avez tout ce qu'on appelle les nouvelles mobilités électriques partagées, qui sont vendues qui sont promues comme étant faciles et accessibles à tous. Il faut juste avoir une carte de crédit et un smartphone, mais voilà, ici, vous voyez la micromobilité accessible à tous en toute simplicité. Alors, on a eu l'idée toute simple de regarder la géographie de ces zones. Alors, on a commencé l'exercice pour Bruxelles. On peut évidemment le faire pour Namur, Liège et toute autre ville. Voici donc la limite de Bruxelles-Capitale ici. Vous avez en plus fin les communes. Et en vert hachuré, vous avez la zone qui est couverte par Lyme. Alors on ne le voit pas, mais il y a interruption au canal, donc c'est exactement comme à Namur et à Liège. Il y a tellement de gens qui balancent des trottinettes dans le fleuve ou dans le canal que la bordure de la voie d'eau est interdite. On peut pas laisser une trottinette, on ne peut pas stationner une trottinette en fin d'utilisation au bord de la voie d'eau. Il y a la même chose à d'autres endroits. Alors, si on superpose cette zone de dessert Lyme avec les densités de population, donc plus c'est foncé, plus il y a des habitants par kilomètre carré, on peine à trouver une stratégie. Donc, on peut se demander si la logique, c'est de desservir des zones à faible densité de population où les transports publics sont moins présents, ou s'il s'agirait de desservir des zones à plus forte densité de population, mais en tout cas parmi celles-ci peut-être seulement des zones branchées. Manifestement, là, les choses ne sont pas très claires, mais vous allez voir qu'elles vont s'éclaircir. Si on superpose la zone de dessert Lyme avec le pourcentage de chômeurs, donc plus c'est foncé, plus il y a des chômeurs, et avec la présence, alors peut-être pas d'immigrés pauvres au sens strict, mais en tout cas
de populations qui sont nées dans un pays pauvre, donc ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même une bonne corrélation en général, ben, vous voyez qu'en fait, il y a exclusion de ce que l'on appelle à Bruxelles le croissant pauvre. Et donc, voilà ce qui se passe quand on a une desserte dans un système qu'on peut qualifier de néolibéral, en fait. Donc, on a un compromis non régulé par les autorités publiques entre la densité de population et la solvabilité des utilisateurs potentiels. Donc, on dessert des zones de classe moyenne et de groupes sociaux favorisés, de populations branchées susceptibles d'avoir des petits déplacements nombreux dans la ville et surtout de disposer d'un smartphone et d'une carte de crédit. Et on exclut les populations pauvres de l'affaire. Voilà la différence entre un service autorégulé cherchant le profit, je dis bien cherchant le profit parce qu'ils n'y sont pas encore arrivés, et un service public comme par exemple la STIB ou le TEC en Wallonie, qui a quand même une volonté d'équité spatiale dans sa desserte. Que conclure de tout cela? D'abord, on espère vous avoir convaincu à travers ces 3 exemples que la justice dans les transports, c'est quelque chose d'intéressant, mais que surtout au-delà des débats théoriques qui peuvent s'étaler dans les revues scientifiques, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est l'étude de cas concrets, de cas appliqués. Nos résultats, bon, on a travaillé comme ça un peu rapidement, mais il nous semble quand même que nos résultats montrent bien qu'il faut intégrer la dimension sociale dans les politiques environnementales. Hein, donc quand on réfléchit péage urbain, zone de basse émission, etc., il faut quand même bien s'interroger sur qui va y gagner et qui va y perdre, et en particulier le péage urbain, il faut s'imaginer que pour des pauvres, ça peut représenter une somme très importante en proportion du revenu mensuel. Pour des populations riches, évidemment, ça n'est pas le cas. Donc la question de pénalité financière non proportionnelle au revenu est quand même, nous semble-t-il, très importante. Tout ça pose la question d'une réflexion politique sur les politiques de mobilité inclusive. Euh, et évidemment, tout ça implique de réfléchir à des indicateurs spécifique, ce qu'on n'a pas encore fait, mais il nous semble que c'est une étape importante, ne fût-ce que pour pouvoir homogénéiser les analyses à l'échelle des régions ou à l'échelle du pays. Voilà pour aujourd'hui, on vous remercie et on se tient à votre disposition pour toute question. Écoute Frédéric, j'avais dit précision ferroviaire, mais là c'est fantastique parce qu'il est 14h52, donc Voilà. tu as tenu parfaitement ton temps à la minute près. Donc, félicitations, on voit que ton sujet des transports est très intégré même dans ta propre gestion du temps, donc c'est super. Là, donc, il est déjà 14h52. On a déjà 5 minutes de retard. On avait prévu une dizaine de minutes pour les questions et réponses. Je vois qu'il y a quelques questions. Bon, j'en prends certaines au vol. Peut-être que ça fera réagir Julien qui peut revenir sur scène si, voilà. Et Frédéric et Mathieu. Il y avait une question que je reformule ici de façon un peu plus générique, qui est la question de la politique tarifaire des transports en commun. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des politiques tarifaires adaptées aux groupes d'âge, aux classes sociales, etc., pour améliorer justement l'accès et l'usage des transports Je vais laisser en commun? Mathieu répondre. Mathieu a plein d'idées sur la question, je pense. Mathieu. Je pense qu'effectivement, la question tarifaire, elle est très importante et on a vu que le débat même de la gratuité revenait dans l'actualité. Et c'est clair que c'est un débat politique, c'est un débat scientifique assez profond.
moi, personnellement, mais c'est plus une position politique que scientifique, je suis pour la gratuité parce que je considère que si la mobilité est un service public et un service qui doit être accessible à tous, le seul moyen de le rendre effectivement accessible à tous serait la gratuité, avec évidemment un financement derrière qui est proportionnel à l'imposition, parce que ce serait un financement indirect par l'État, comme il existe dans d'autres services publics, comme l'école, comme la santé. Si on considère que la mobilité est un service public, pourquoi est-ce qu'on la financerait différemment d'autres services? Après, évidemment, dans le cadre de la mobilité, on a assez vite des discours qui reviennent sur oui, mais alors ça permet aux plus riches aussi de profiter des transports en commun gratuits. C'est pas normal qu'ils puissent, pour caricaturer, que le patron puisse voyager gratuitement dans le bus. Et là, je pense que ça revient un peu à ce qu'on a dit aussi sur les dimensions sociales, de qui prend les transports en commun et qui ne les prend pas. De fait, les transports en commun sont surfréquentés par les classes populaires. Et donc, dans ce cadre-là, si on veut qu'effectivement les populations plus riches contribuent équitablement au financement des transports publics, ça fonctionne de façon plus efficace avec une imposition progressive qu'avec un paiement des billets hypothétiques, puisque eux prennent proportionnellement beaucoup moins les transports en commun que les classes populaires. Donc ça peut lancer le débat là-dessus. Peut-être que les premières étapes seraient de viser les populations les plus fragilisées, mais finalement, pourquoi compliquer une problématique qui pourrait, entre guillemets, être réglée plus simplement par un système universel comme il existe dans d'autres services publics? Pour ce commentaire, Mathieu, est-ce que Julien, tu voulais... Moi, je voulais rajouter, oui, en fait, c'est vrai qu'il faut travailler sur les infrastructures et sur les aménagements qui concourent à améliorer l'accessibilité au niveau des gares ferroviaires et le rendre plus facile et notamment plus sécurisant aussi pour les modes actifs. Bien évidemment, il va de pair d'avoir une amélioration de l'attractivité de ces transports en commun. Mais in fine aussi de travailler sur la localisation, parce que bien évidemment, c'est pas le tout d'avoir un bon accès à une gare ferroviaire si cette gare ferroviaire ne nous permet pas de se rapprocher de son lieu de travail. On peut améliorer l'attractivité et l'accessibilité à la dite gare, ça ne nous amènera pas forcément bien loin. Par ailleurs, en termes d'usage et de gratuité, ici, je pense qu'au niveau région wallonne, il y a des interventions où le ministre Henry, en tous les cas, va étendre la gratuité à certains publics, à tout le moins, si ce n'est pas un accès à toute la population au niveau de la gratuité du transport ferroviaire ou du transport en commun plus globalement. Donc voilà. Merci Julien. Alors, il y a peut-être une question intéressante, puisque finalement, les transports en commun sont un peu... Il y a une question qui est latente, donc face à l'hygiénisme, le nouvel hygiénisme lié aux pandémies et au Covid-19, certains s'interrogent sur le risque que ça peut avoir pour les transports en commun. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vais dire que j'ai dit beaucoup de bêtises sur la crise, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais après les attentats de 2016, on a dit exactement la même chose. Les transports en commun, c'est dangereux. J'ai pas envie de me faire assassiner, je les prendrai plus, mon mari veut pas, ma femme veut pas, etc. Et puis la fréquentation est remontée à un niveau plus grand que ce qu'il était avant. Donc voilà, les épidémiologistes sont pas d'accord entre eux, ni sur les perspectives, ni sur le danger sur les surfaces planes ou pas planes, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Ça joue pas en faveur de comportements un peu et de choix un peu raisonnés et raisonnables. Mais voilà, je veux dire, si dans 6 mois il y a un vaccin, l'affaire est terminée. Et puis voilà, bon, j'espère qu'on n'est pas enregistré, parce que si l'histoire me dément, j'aurai l'air malin. Mais quand le soufflet va retomber, en espérant qu'il retombe, les gens reviendront au transport en commun. Et puis voilà, il n'y a sans doute pas un nouveau coronavirus qui, en tout cas dans les conditions actuelles, qui va émerger avec une telle crise tous les 6 mois ou tous les ans. Donc voilà, les gens ont une capacité d'oubli, à mon avis, et de retour au raisonnable. Et voilà. Et il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui dans les transports en commun, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui bougent tout court, quoi. Donc voilà. Oui, Tout le monde n'a pas une voiture en alternative déjà. Donc voilà.
Pour Ouais. ajouter à Frédéric, c'est ça, en soi, ici, en fait, ça dépend, au-delà de l'aspect sanitaire, etc., et en soi de la réaction ou de l'angoisse individuelle, c'est le fait, est-ce qu'on dispose d'une alternative? Donc, si on a une alternative qui est en soi adéquate, comment est-ce que je vais dire, efficace, bah, peut-être que dans un premier temps, oui, on va essayer d'utiliser la voiture ou les modes actifs pour se rendre où l'on doit se rendre. Mais bien évidemment, si à un moment donné, et donc en fonction de ses capacités, notamment financières, à pouvoir mobiliser, mais si on est captif d'un mode, d'un transport en commun, bah, on n'a pas trop le choix, donc on va le faire. Et si on n'a pas la possibilité de faire du télétravail ou parce qu'on ne travaille pas dans le secteur tertiaire, par exemple, etc., donc on devra de toute façon se rendre à son lieu de travail. Et par ailleurs, si on doit se rendre dans une grande ville, etc., ou si on n'utilise pas le transport en commun, la logique va peut-être suggérer qu'il va y avoir une petite augmentation de l'usage de la voiture, mais donc ça fera plus de voitures au centre-ville. Et donc, avec une confrontation avec les modes actifs, les vélos, les trottinettes, etc., peut-être avec aussi des risques de plus en termes d'accidentologie, une augmentation d'accidents liés à la confrontation de plus de vélos, de plus de voitures. Et donc, in fine, il y aura peut-être quand même de nouveau un recours au transport en commun ou collectif. Et je pense que sur base des dernières évolutions en lien avec le post-Covid-19, il apparaît que, bien évidemment, la chute des transports en commun est plus forte en Flandre et en Wallonie qu'à Bruxelles, où en soi, peut-être que l'offre est meilleure aussi, puisque de point de vue que c'est une agglomération où il y a un service de transport qui est en commun, qui est plus pertinent et plus efficace. Et par ailleurs, parce que les gens ont pris des habitudes de déplacement en transport en commun, et donc ils ont moins recours à la voiture, parce que peut-être qu'ils n'en disposent pas, et qu'ils fonctionnent quand même toujours par habitude avec les précautions d'usage telles que... Et peut-être que puisqu'on leur dit que c'est quand même assez sécure, ils continuent quand même à l'utiliser. Donc voilà, D'accord, si je merci pouvais. Julien. Donc là, il est 15 heures, donc on va embrayer sur la deuxième partie du séminaire. Vous pouvez continuer à poser vos questions, n'hésitez pas. Je vois que certains intervenants même répondent en temps réel, donc n'hésitez pas à les solliciter dans l'onglet. Comme je vous l'ai dit, on suit les réponses, vos questions. Donc Frédéric Claes, qui nous rejoindra à la fin, va nous faire un petit retour sur différents aspects. Donc je propose de passer la parole maintenant à Quentin, Jouan. Donc je propose à Julien et Mathieu d'aller se rasseoir dans la salle. Et donc Quentin, Jouan, tu peux nous rejoindre. Donc il travaille pour l'entreprise Deloitte, donc il est spécialisé sur les questions de mobilité et de transformation des organisations en lien avec leurs usagers. Chez Deloitte, il a aussi travaillé avant à l'UCL comme chercheur dans le domaine de l'histoire contemporaine. Donc Julien, je te laisse la parole. Excuse-moi, Quentin, je te laisse la parole pour la suite. Donc tu as un quart d'heure, donc jusqu'à 15h17, si tu es aussi précis que ton collègue. Parfait, je vais essayer de faire au mieux. Bonjour à tous. Je voulais partager avec vous quelques constats, quelques observations qu'on a tirées à la fois de plusieurs études qu'on a réalisées au niveau belge et mondial, mais aussi de certains projets qu'on a pu mener en matière de mobilité. Il y a deux types de messages clés, ou en tout cas deux types de constats clés que j'aimerais pouvoir partager avec vous. Les premiers sur le futur de la mobilité et sur une synthèse qu'on a proposée. Et deuxièmement, les réfléchir avec vous sur les implications pour le secteur public. Et on terminera par un petit exemple concret. Vous verrez qu'on a déjà, avec le débat, vous avez déjà, je ne vais pas dire spoilé, mais on a déjà bien lancé la présentation et ça fera écho à plusieurs questions qui ont été débattues. Commençons donc en partant, en réfléchissant sur le futur de la mobilité, sur les tendances en matière de futur de la mobilité et sur une manière de peut-être concevoir l'ensemble de ce futur de la mobilité de manière structurée. Avant d'aller sur le futur en tant que tel, je voudrais revenir simplement 2 minutes sur la mobilité
aujourd'hui, alors j'ai mis aujourd'hui entre guillemets dans le sens où je veux faire référence à la fois au présent très présent aujourd'hui, les semaines qui sont passées, mais aussi à ce qui n'était pas si lointain, soit la situation avant la crise sanitaire qui, quelque part, fait aussi partie d'un aujourd'hui, d'un temps présent, si on considère ça de manière un peu plus large. Cette mobilité aujourd'hui, et qu'on soit en période de crise sanitaire ou avant, finalement, elle semble avoir un point commun qui est l'immobilité. Alors l'immobilité qui ne se manifeste pas du tout de la même façon, mais qui était dans tous les deux cas présent. Cette immobilité, elle est aujourd'hui caractérisée par des choses qu'on a déjà relevées, donc je vais aller assez vite. Presque pas d'embouteillage, réduction de la pollution de l'air, réduction de la demande de déplacement, explosion de la pratique du vélo, mais aussi méfiance importante par rapport au transport. Vincent a montré qui avait été rassemblé par le CDE, où on voyait, de nouveau sur base des données Apple, l'évolution en matière de transport public sur les 2 mois qui ont précédé, en tout cas les mois de mars et avril, et on voit clairement une diminution. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette immobilité actuelle, elle génère aussi une certaine inquiétude, anxiété par rapport au transport public. On a posé, c'est une enquête qui a été faite au niveau mondial, on a inclus dans cette enquête, une question sur l'anxiété des gens par rapport au transport public, en leur demandant est-ce que oui ou non, ils comptaient limiter l'usage du transport public pendant les 3 mois qui venaient. On voit qu'en Belgique, on est quand même à 1 personne sur 2 qui dit oui, je compte limiter l'usage du transport public dans les mois à venir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on est à un taux qui pourtant, par rapport aux autres pays interrogés, reste relativement bas. Mais malgré tout, ça reste quand même 1 personne sur 2 qui montre clairement une certaine inquiétude peut-être par rapport au transport public et par rapport à la manière dont il anticipe le futur. Cette image de l'immobilité telle qu'on la connaît aujourd'hui ne doit pas faire oublier l'immobilité telle qu'on l'a connue il y a maintenant même plus de 3 mois, et qui était aussi caractérisée par une situation où l'immobilisation des biens des personnes générait un coût économique important. Alors, Julien a parlé tantôt de 2,3 milliards. Pour l'OCDE, on était plus autour de 4 milliards, mais bon, peu importe le chiffre exact. Il y avait un impact économique important, mais aussi un impact sur la qualité de vie. Et des enquêtes européennes, notamment réalisées par la Commission, montraient qu'un Européen sur 2 estimait que la mobilité avait un impact négatif sur sa qualité de vie. Donc 1 sur 2, ça montre quand même aussi tout l'enjeu qu'il y a derrière. Et si on regarde les chiffres d'immobilisation, de trafic, on comprend assez aisément pourquoi il y a un impact sur la qualité de vie. J'ai pas le temps de passer sur les chiffres, mais je vous invite à aller voir, par exemple, consulter le site de TomTom, où ils se sont amusés à modéliser le nombre d'heures que les gens restaient bloqués en bouchon dans les bouchons, et à convertir ça avec, par exemple, le nombre d'épisodes de Game of Thrones que vous auriez pu regarder pendant ce temps-là. C'est assez faramineux. Voilà pour la situation aujourd'hui, et c'est important parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Si on revient maintenant plutôt sur un regard vers le futur, on observe assez classiquement 5 tendances importantes. D'une part, une mobilité qui va de plus en plus être axée non plus vers la voiture, la possession de la voiture, mais sur le déplacement de l'usager d'un point A à un point B, peu importe son mode de transport, d'un transfert d'une voiture possédée individuelle à la mobilité partagée, de la mise en œuvre de plus en plus fréquente d'une mobilité multimodale, de la digitalisation des moyens de transport, et donc on voit sur la petite photo ici le cas des vélos électriques, mais derrière il y a aussi la connectivité des voitures, et finalement d'un mouvement vers de moins en moins de thermique et de plus en plus d'électrique, voire même à terme d'autres modes de motorisation.
Ces tendances, ce ne sont pas des tendances qu'on prévoit pour dans 5-10 ans, c'est des choses qu'on observe déjà maintenant, en tout cas dont l'essor commence progressivement, et qui se retrouvent aussi dans les plans régionaux de mobilité. Un exemple, le plan Good Move à Bruxelles est très clairement axé sur cette vision de la mobilité comme un service, sur cette vision servicielle de la mobilité et sur l'ambition, en mettant en œuvre le plan de mobilité, d'arriver dans une situation où les gens ne doivent plus posséder leur propre voiture. Et c'est dit noir sur blanc dans le plan. Ces différentes tendances, ce sont des tendances que l'on observe aujourd'hui et que l'on peut prévoir probablement pour demain, mais ces tendances en soi, elles ne font pas un changement, elles ne font pas une vision structurée sur la société, d'où l'importance aussi de pouvoir essayer de synthétiser ces évolutions autour d'une approche structurée et concrète. Et c'est pour ça qu'on a voulu, déjà l'année passée, avec Deloitte, présenter un New Deal pour la mobilité en Belgique, qui était axé autour de 3 parties: renforcer l'attractivité des alternatives, agir sur les comportements, et si vous conduisez, conduisez vert. Renforcer l'attractivité des alternatives, c'est particulièrement important parce qu'aujourd'hui, la voiture reste l'option par défaut, et ce n'est en fait guère étonnant parce qu'elle va rester le plus souvent le moyen le plus flexible et aussi souvent le plus rapide pour arriver à une destination. Donc on voit vraiment que quand on interroge les gens, la voiture, c'est le mode de transport qui est toujours le plus fiable, le plus simple, et je dirais aussi le plus sûr, et là, plus sûr aussi avec l'aspect sanitaire actuel, et ça revêt une autre dimension. Donc, il y a vraiment une importance à pouvoir renforcer l'attractivité des alternatives, que ce soit par le déploiement des Mobipôles, donc ces hubs physiques qui regroupent plusieurs services en termes de mobilité, déployer les solutions de Mobility as a Service qui vous permettent, dans un même mouvement, via une même application, de consulter votre trajet, de le réserver, de le payer, de bénéficier de votre ticket. Ces éléments doivent vraiment permettre de renforcer l'attractivité des alternatives. Maintenant, développer de nouvelles alternatives, la transformation de la mobilité ne va pas seulement être une question d'alternative, mais aussi de comportement. Et là, on relevait 3 choses. Donc, pouvoir augmenter la prise de conscience des comportements de mobilité, par exemple autour du statut social de la voiture, développer la pratique du vélo et adapter la politique fiscale. En termes de pratique du vélo, notamment, on voit des changements aujourd'hui, mais il y a encore tout un espace de progression, de développement, notamment en termes de vélo électrique. Et là, je pense qu'il y a un enjeu important pour la Wallonie, parce que c'est une manière de pouvoir aussi contourner un problème qui existe et qu'on peut difficilement éliminer, à savoir l'aspect, la topographie, l'organisation du territoire wallon qui est fortement vallonné. Et ce qui ne se prête peut-être moins à un usage du vélo classique peut être compensé par un développement du vélo électrique. Et là, je vous disais qu'il y avait tout un travail encore à faire, mais simplement un seul chiffre. Il y a aujourd'hui en Belgique 30 000 pédélec enregistrés. Donc, ce sont ces vélos électriques qui peuvent aller au-delà de 45 km/h. Sur ces 30 000 vélos enregistrés, il y a, d'après les chiffres que l'on peut constater, il n'y a que 612 pédélec qui sont enregistrés en Wallonie. Donc, c'est vraiment une proportion qui est très, très, très réduite et qui montre qu'il y a là tout un espace sur lequel il faut pouvoir aussi travailler. Dernier axe, si vous conduisez vert, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'important ici, c'est aussi d'insister sur le message que la vision de la mobilité ne doit pas être une vision contre la voiture. Il faut plutôt avoir conscience des limitations du tout à la voiture, avoir conscience de l'impact sur la mobilité, mais dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, la voiture, elle reste indispensable, et je pense que ça ressort aussi de l'étude de l'accessibilité de l'IWEPS, où on voit qu'il y a quand même des zones qui restent non couvertes. Ces tendances, cette vision de la mobilité, elles ont des implications importantes pour l'ensemble de la société, pour les acteurs privés, pour les acteurs
publics. En termes d'acteurs privés, pensons par exemple au plan de mobilité des entreprises ou à des activités comme les activités d'assurance, où ETIAS récemment, il y a, je pense, quelques mois, a lancé un nouveau produit d'assurance de la mobilité construit autour de l'intermodalité, construit autour du déplacement et plus tant autour du moyen de déplacement. Mais cette tendance, cette vision de la mobilité, elle a aussi des impacts importants pour les autorités publiques. Alors ces implications, elles sont demandées par le citoyen, et je n'ai malheureusement pas le temps d'approfondir ici, mais cette implication du secteur public, elle est aussi urgente de par la situation que l'on connaît actuellement. La crise sanitaire dans laquelle on est encore occupé aujourd'hui amène les autorités publiques, les pouvoirs publics à réagir selon différentes phases, avec différentes intensités, avec un niveau de rapidité, de flexibilité qui va varier depuis le moment de réponse vraiment immédiat à la crise jusqu'au développement d'une nouvelle normalité. Dans ce cadre-là, et si on pense ce développement en 3 phases en ayant en tête le déploiement à terme d'une nouvelle normalité, il est urgent de pouvoir commencer à se réinventer et à définir ce que sera cette nouvelle normalité, cette nouvelle prospérité dans la 3e phase. Quelle sera la nouvelle norme que l'on veut atteindre au moment où on va passer à une nouvelle normalité. Pourquoi est-ce important? Parce que nous sommes convaincus, et ça, je vais faire le lien peut-être avec des débats qu'on a eus tout à l'heure, qu'il est probablement illusoire d'attendre un simple retour à la normale, un simple retour au business as usual, comme il était avant la crise. À politique inchangée, il nous semble difficile pour nous d'imaginer qu'on pourra atteindre rapidement cette transition modale prévue dans le régime FAST, dans la vision FAST, et qu'on pourra arriver rapidement à obtenir une transition modale en termes de voitures de 83 à 60%. Pourquoi? Il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier, c'est que la confiance dans le transport public s'est érodée. C'est quelque chose dont on a discuté tout à l'heure. Deuxièmement, dans le contexte sanitaire, la voiture est vue comme un des endroits les plus sûrs qu'il puisse exister, où on est protégé. Alors, c'est peut-être pas une posture raisonnable, mais en termes de comportement, c'est un comportement qui reste assez prégnant. Et un 3e élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est que les recherches montrent généralement qu'il faut environ 3 mois pour que les gens changent de comportement de manière structurelle. Et donc, même si dans 6 mois, il y a un vaccin, est-ce que le fait d'être plongé pour une période prolongée dans des nouveaux comportements ne va pas aussi changer de manière structurelle les comportements des gens? Et là, même si on trouve un vaccin, il y a probablement des changements qui s'enracinent. Et d'ailleurs, c'est là que je voudrais donner un exemple concret. Ces 3 formes d'impact, ils ne sont pas, c'est pas la théorie seulement, on constate aussi des observations sur le terrain, avec un exemple intéressant en Chine, où l'épidémie finalement avait 2 mois d'avance. Et là, que constate-t-on? Si on regarde un peu l'usage des moyens de transport avant le coronavirus, en tout cas après le point le plus important du coronavirus, on voit clairement, en tout cas pour le moment, des changements de comportement. Avec la part du bus et du métro qui, dans les transports, la part modale qui descend drastiquement, alors que du côté de la voiture privée, là, on observe vraiment un boom de l'utilisation. Et donc, on voit que tout cela a un impact très concret en termes de mobilité, ce qui, du point de vue des pouvoirs publics, demande une prise de décision urgente et difficile pour éviter que cette nouvelle norme dont je parlais ne soit finalement une norme d'immobilité aggravée, une norme où on retourne vers une congestion, un tout à la voiture qui soit encore plus important, plus grave. Et là, il faut déjà noter, on peut déjà observer certaines premières mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics. L'IWEPS, bon, on n'y est pas, mais l'IWEPS se situe à Namur. À Namur, la ville a notamment décidé
de définir une zone partagée dans le centre de la ville pour pousser des changements en matière de mobilité. À Bruxelles, vous avez probablement entendu parler de la transformation d'une des bandes de la rue de la Loi en une bande réservée aux piétons et aux cyclistes. Donc, je vois que Vincent va me rappeler à l'ordre, ce genre de... la situation et l'impact il va y avoir sur la mobilité demandent aussi des actions difficiles et courageuses de la part des pouvoirs publics. Vincent, qu'est-ce que tu allais montrer comme panneau? Le temps avait été écoulé, donc je venais voir où tu étais. Ok, mais je vais alors conclure. Voilà, ce constat montre bien qu'aujourd'hui, il y a une importance pour les pouvoirs publics d'adopter un rôle de stratégiste et de catalyseur d'un écosystème complexe avec différents enjeux particuliers qui sont particulièrement importants. Je vais ici juste les citer, mais en termes de stratégie, il y a la question du mobility as a service avec toute l'organisation, la structuration des données qui est particulier, mais aussi, autre exemple, le financement de la mobilité dans un monde où, par exemple, on va devoir probablement compenser des pertes liées aux accises sur le diesel, sur l'essence, à fur et à mesure que l'électrification de la flotte devient de plus importante. Donc, c'est simplement un exemple, mais il y a là des enjeux en termes de financement aussi public qui vont nécessiter un questionnement stratégique. Je vais clôturer là en 2 minutes sur l'exemple de la Flandre et sur l'exemple d'une méthodologie concrète qui a été mise en œuvre déjà au jour d'aujourd'hui. Je voulais rebondir sur ma conclusion sur la question de l'accessibilité. Souvent, quand on parle de futur de la mobilité, on a tendance à penser mobilité urbaine. Dans un contexte comme celui de la Wallonie, il est urgent de pouvoir aussi développer une stratégie de mobilité qui soit adoptée aux réalités rurales. Et là, j'ai repris, par exemple, des chiffres du SPF Mobilité, où on voit clairement les variations en termes de comportement, que ce soit au niveau voiture, au niveau du vélo. Pareil, en termes de répartition multimodale, vous avez ici les chiffres par région. C'est quelque chose que Julien a déjà montré. Et je voulais faire le lien avec un exemple concret qu'il y a eu en Flandre, où depuis 2019, il y a eu toute une nouvelle stratégie qui a été mise en place et qui a débouché notamment sur le découpage de la Flandre en 15 régions de mobilité, où par région de mobilité, on déploie un plan régional de mobilité qui est axé sur la demande et plus seulement sur l'offre de lane, qui réunit tout un écosystème au niveau supracommunal pour déterminer pour chacune de ces régions un plan de mobilité particulier qui était intéressant parce que ça combinait à la fois flexibilité, mais aussi la prise en compte d'orientations stratégiques comme le fait qu'il fallait une organisation de la mobilité sur base de la demande et sur base de plusieurs opérateurs et pas seulement sur base des réalités de lane. Et c'est là-dessus que j'en conclus, simplement en vous précisant que si vous avez des questions ou même d'autres points de débat, n'hésitez pas à aller consulter nos différentes études. On a aussi une newsletter sur le futur de la mobilité, là donc vous retrouvez via le code QR le lien sur ce formulaire d'inscription. Voilà, désolé Vincent d'avoir un peu mal respecté mon plan par rapport à l'intervenant précédent. C'est dommage que tu n'aies pas développé plus le dernier point, je trouve, avec les régions de mobilité. Je ne connaissais pas cette manière de concevoir la gestion. Je trouve que c'est une piste très intéressante en termes de territorialisation de l'action publique. Et il y a derrière toute une stratégie, donc c'est pas seulement du découpage territorial, c'est aussi une vision d'abord au niveau régional sur quel type de mobilité on veut. Bref, ça relie aussi toute une série de découpages conceptuels des modes de mobilité depuis le train jusqu'au le transport à la main. Donc on va passer donc maintenant à l'avant-dernière communication. Donc d'Amélie Cardaigne et de Juliette Valkirs. Donc on a la chance d'avoir une association d'Agoria, donc représentée par Amélie Cardaigne, et d'Interenvironnement Wallonie de Juliette Valkirs. Donc toutes les deux vont nous parler du transport ferroviaire. Donc si vous avez peut-être vu qu'Agoria a publié récemment sous la plume d'Amélie
une étude sur le futur du transport ferroviaire en Belgique. Même, je pense qu'elle soutenait le développement du transport ferroviaire en Belgique de façon très explicite. Et donc Amélie, elle travaille, donc, comme je disais, chez Agoria. Elle est spécialisée, enfin en charge du secteur du rail, et elle a une longue carrière dans le domaine de la mobilité et des transports. Enfin longue, pas si longue que ça peut-être. Et Juliette Valkirs également, spécialiste des questions de mobilité chez Interenvironnement Wallonie. Elle est aussi, elle a une expertise plus spécifique dans le transport public, et elle fait partie du groupe de projet Integrato, dont on va parler en partie aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole, et donc un quart d'heure, donc maintenant ce sera 15h40. Oui. À tout à l'heure. Alors, je pense que Juliette, toi, tu pouvais envoyer le document. Oui. Ok, bah passons déjà au slide suivant. Moi, donc, je suis, j'ai dit, hein, je travaille donc pour Agoria. Juliette, elle est chez Interenvironnement Wallonie. Et je suis en responsable, entre autres, des entreprises actives dans le secteur du rail et sinon des projets de mobilité en général. Alors, on a publié, notre groupe Rail a produit un livre blanc intitulé « Le transport public ferré, sûr, capacitaire et efficient ». Et la rédaction, donc c'est une demande des membres eux-mêmes, et la rédaction a été confiée à Alain Floch, ancien président de l'Union internationale des transports publics et directeur de la STIB, enfin ancien directeur de la STIB. Alors, l'objectif, c'était de rappeler le rôle central des transports publics, et en particulier le transport par rail dans un système de mobilité idéal. Ce rôle central, ça veut dire que c'est l'épine dorsale et que les autres transports le complètent. Alors, on peut bien sûr en discuter, mais ça, c'est la vision globalement. On peut passer à la dia suivante. Alors, quand on dit rôle central, pourquoi? Parce que le rail, le transport collectif en général, c'est plus sûr, c'est moins polluant, parce qu'il y a on n'en a pas autant de moteurs par personne, tout simplement. Et puis, ça permet une activité pendant le trajet. Enfin, on peut citer ici tous les avantages du transport public, mais surtout, le point éloquent, le point qui est indiscutable, c'est la capacité. Donc, c'est une pure question d'efficacité, mais il faut peut-être parfois le rappeler. Hein, on peut danser sur notre tête, développer la micromobilité, introduire des véhicules autonomes. Quand on a beaucoup de personnes qui font le même trajet au même moment, il faut du transport collectif. Pour utiliser un vilain mot, il faut massifier. Et voici une illustration que j'aime beaucoup utiliser. En transport public, on utilise au moins 5 fois moins d'espace pour transporter le même nombre de personnes. Et encore sur l'illustration, on peut en discuter, mais on a estimé que les voitures étaient pleines, alors que, bien sûr, aux heures de pointe, c'est pas le cas, alors que les autres modes, sur certains trajets, ils sont effectivement pleins. Donc la voiture, bien sûr, c'est OK, mais pour un usage sur des trajets non massifiables, genre les heures creuses, des trajets de périphérie à périphérie, et si possible, alors une voiture qui peut être partagée ou remplacée par des véhicules 2 roues électriques comme on en trouve maintenant et qui permettent d'augmenter les rayons d'action. Dia suivante. Merci Juliette. Alors, oui, j'avais préparé un petit slide public transport after Corona, mais en fait, on a déjà bien abordé la question. C'est vrai que l'impact a été énorme. La STIB, elle tourne encore aujourd'hui avec seulement 45% de ses passagers habituels. On a pointé 3 études parmi les milliers qui sont sorties depuis le début de la pandémie. Et notamment la première, c'est celle dont déjà Vincent a parlé, qui est l'étude Maestro Mobile et que je vous invite à découvrir via le lien. Dia suivante. Alors, donc évidemment ça, cette partie-là, on n'a pas pu en parler dans le livre blanc. Par contre, évidemment, on y a réfléchi aussi d'un point de vue technologique. Donc la crise ne peut pas remettre en question le rôle central des transports collectifs. Hein, on en a besoin, ça doit constituer une épine dorsale du système pour les raisons dont on a parlé, capacité, environnement. Et je partage l'avis de Frédéric et de Julien qui pensent que les voyageurs vont revenir au transport public, comme après toute crise. Ça n'empêche, bien sûr, le virus a apporté des nouveaux défis
puisqu'il faut éviter sa propre ce virus-ci, mais en fait toute maladie en général. Il y a des solutions organisationnelles et techniques à ces défis. Je ne vais pas vous lire toute la dia, je ne vais pas la développer, mais on va parler en tout cas du premier point qui est réduire les pics de fréquentation. Ça signifie qu'il faut donc éviter de surcharger des véhicules, donc réduire les flux, les étaler. D'ailleurs, en tant qu'usagère intense du train, ça me ferait des vacances d'avoir un peu plus de place. En plus, l'étalement des flux tout au long de la journée, c'est plutôt que d'avoir des pics, c'est le rêve, c'est la panacée pour les techs, pour la SNCB. En effet, un étalement de la demande permet d'utiliser de façon optimale les véhicules, les chauffeurs, on roule plus à vide et par exemple, la SNCB, les heures de pointe, ça représente 23% de surcoût. Et c'est le cas pour tous les opérateurs, peut-être pas dans ces chiffres, dans ces montants-là, mais c'est le cas pour les opérateurs en général. Alors, un des premiers défis, une des premières solutions, ce serait d'avoir une information en temps réel, une sorte de Waze pour transport public qui permet, si on peut se le permettre, évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais de décaler ses trajets en fonction des pointes. Et là, il y a tout un système. Les opérateurs n'ont pas attendu le Covid pour essayer de pouvoir compter en temps réel ce qu'ils ont comme voyageurs. Maintenant, l'idée, c'est de mettre l'information, quand elle sera fiable, aussi à disposition des usagers. Ça, c'est plus technologique. Maintenant, d'un point de vue organisationnel, c'est juste un point que je voulais pointer parce que j'ai entendu ça récemment, mais c'est pas nouveau non plus. Donc, la cinquième solution, évidemment, c'est le télétravail qui a reçu un énorme coup de fouet depuis la crise, un fameux coup d'accélérateur. Mais qu'en est-il du public scolaire qui représente, par exemple, pour les techs, 80% du trafic aux heures de pointe? Qu'est-ce qu'on fait avec le scolaire qui, pour le moment, a des horaires tout à fait de pointe, donc les 12-18 ans qui vont en secondaire? Est-ce qu'on peut imaginer, mais ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer des rythmes scolaires différents qui auraient aussi un impact du coup sur leur trajet? Bref, on a besoin des transports publics, mais on doit les améliorer. Dia suivante, ça m'amène à la conclusion de notre livre blanc. Il y avait 5 recommandations, je ne parlerai que de la première, c'est que pour le train, en Belgique, on peut faire mieux avec ce qu'on a. Donc en effet, on a un super réseau ferré, mais on devrait modifier la façon dont les opérations sont organisées. Et c'est précisément là qu'on a entendu parler du projet Integrato. Et je laisse donc la parole avec plaisir à Juliette Walkiers qui va nous le présenter. Alors, oui, je vais vous parler effectivement du fait que l'on peut et que l'on doit améliorer l'offre de transport public. Je ne vais pas revenir sur les raisons parce que je pense qu'elles ont déjà été beaucoup évoquées aujourd'hui. Les impacts de cette mobilité qui reste dominée par la voiture. Des chiffres ont déjà été cités et je ne vais pas y revenir. Je vais par contre m'attarder à essayer d'expliquer comment on pourrait faire mieux. L'orateur précédent parlait de la nécessité de développer l'attractivité des alternatives. Ça va être le sujet de mon intervention. Il y a un consensus, je vais dire, qui émerge sur le fait que le rail doit devenir l'ossature d'un système de mobilité plus efficace. Cela se retrouve dans les plans qui ont été adoptés au niveau régional, que ce soit en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, de mettre le rail comme ossature d'un réseau de transport public. La difficulté, c'est que nous ne disposons pas actuellement en Belgique, il manque d'une vision pour le développement de l'offre ferroviaire, alors même que le rail, qui fonctionne avec des infrastructures lourdes, a besoin de cette perspective long terme, car les infrastructures évoluent doucement. Et donc, il faut savoir où l'on va, quel objectif on veut, quelle offre, quel réseau on veut à long terme pour pouvoir évoluer vers cet objectif. En transport public, on ne peut pas partir d'une page blanche, il faut partir du réseau existant avec ses forces, avec ses faiblesses aussi, et parvenir à faire évoluer ces faiblesses pour atteindre cette vision idéale que l'on peut viser et que l'on a déterminée. Il faut donc définir un cap clair et s'y tenir. Et ce cap clair, nous semble-t-il, c'est celui qui devrait aller vers une meilleure intégration des différentes offres de transport public.
Le rail comme ossature d'un système, ça veut dire que le rail est au cœur, mais tous les autres opérateurs de transport fonctionnent de manière complémentaire et intégrée. Il faut idéalement, pour que cette offre alternative soit attractive, que le citoyen puisse se déplacer de manière fluide et facile à travers les différentes offres de transport. On aime bien ce slogan de dire un réseau, un horaire, un tarif. Il faut donc intégrer les offres de transport au niveau des infrastructures. On a évoqué la question des accessibilités PMR aux infrastructures de transport. Comment est-ce qu'on améliore le passage d'un mode de transport à l'autre, d'un quai-bus à un quai-train, par exemple. On a aussi déjà un peu évoqué la question tarifaire. On a parlé de gratuité, on n'a pas parlé vraiment d'intégration tarifaire. C'est un autre enjeu sur lequel il faut travailler. Mais surtout, le projet dont je vais vous parler aujourd'hui s'est intéressé surtout à l'intégration horaire de ces services. Comment faire en sorte que ces services soient mieux combinés. Et cette vision qu'il faudrait définir de notre point de vue pour l'offre ferroviaire, elle doit se décliner de manière très précise et très concrète en termes d'horaire. C'est un horaire de transport idéal que l'on vise à long terme. Par exemple, en ferroviaire, il faut se projeter à long terme et je donnerai comme horizon 2035. C'est en définissant un horaire précis qu'on va pouvoir faire évoluer les contraintes pour atteindre cette offre de service idéale que l'on vise. Si à court terme, il est logique, par exemple, pour la SNCB de définir son plan de transport en fonction des contraintes actuelles, que ce soit les infrastructures disponibles, le matériel roulant disponible, il faut qu'à terme, ces contraintes-là puissent évoluer pour permettre la réalisation d'une offre telle que l'on a définie. C'est donc bien l'horaire visé qui doit être au cœur des décisions et donner les priorités en matière d'investissement dans les transports publics. Cette manière en fait de concevoir la politique de transport public, elle n'est pas neuve, elle a été mise en place par d'autres dans d'autres pays avec un grand succès. La Suisse a adopté ce concept de définir une vision horaire à long terme qui est basé sur un modèle d'exploitation particulier dont je vais vous parler, qui est l'horaire intégré. Ils ont entamé ce changement de paradigme déjà dans les fins des années 80, avec des résultats très probants, puisque c'est le pays en Europe qui a les meilleurs taux, les meilleures parts modèles au niveau transport public. L'Autriche fonctionne avec ce même modèle depuis une dizaine d'années et est numéro 2 en matière de part modale transport public en Europe. L'Allemagne, qui appliquait déjà ce concept dans l'une ou l'autre région, vient d'adopter ce cadre de référence pour l'ensemble de l'organisation des transports publics à l'échelle fédérale. Qu'en est-il en Belgique? En Belgique, on n'a pas encore adopté ce système de manière généralisée. Il est connu, il est discuté, mais souvent la réaction, je vais dire, des interlocuteurs, c'est que ce modèle n'était soit pas adapté à la Belgique, soit trop coûteux à mettre en œuvre. Et donc, voilà, est né il y a quelques années un groupe de travail constitué de citoyens bénévoles qui ont tous de l'expertise dans la mobilité ou les transports publics par leur parcours. Et j'en fais partie. Et donc, nous avons travaillé depuis de nombreux mois à nous-mêmes faire l'exercice, en fait, d'élaborer cette vision horaire pour une offre ferroviaire à l'horizon 2035 et d'appliquer, de tester le concept de l'horaire intégré sur le réseau existant belge. Donc, nous avons élaboré ce plan que nous avons appelé le plan Integrato. Je vais vous diffuser une petite vidéo pour vous expliquer à la fois le concept de l'horaire intégré, qui est une manière de planifier l'horaire des trains, et le plan que nous avons intégré. Alors, il m'a juste falloir une petite manipulation technique pour que vous ayez le son. Ça devrait fonctionner.
Voilà, j'espère que le son était effectivement bon pour tout le monde. Je vais repasser sur ma présentation. Ah, hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible en Belgique? Ben oui, c'est possible en Belgique, c'est l'exercice que nous avons fait. Et c'est possible aussi parce que nous avons déjà les bases qui sont présentes. Le système de l'horaire intégré fonctionne avec des bases qui est celle d'un horaire cadencé et symétrique. Et c'est déjà le cas en Belgique depuis 1984. On a un horaire cadencé de nos trains, et si vous êtes utilisateur du train, vous l'avez déjà constaté, c'est que sur une même relation, le train part chaque heure à la même minute. Et donc, si votre train part le matin à 7h05, il part aussi à 8h05, 9h05, 10h05, et ainsi de suite. Nous avons aussi en Belgique un horaire qui est symétrique. Donc, c'est un choix dans l'organisation de la circulation des trains. On a et c'est quelque chose dont les voyageurs sont rarement conscients, mais donc en fait, on a mis un miroir, et donc l'horaire d'un train est en effet miroir de l'horaire dans l'autre sens de cette même relation. Et donc, par exemple, si votre train part aux heures 8 le matin, dans l'autre sens, il arrive aux heures 52. C'est quelque chose qui est déjà en place sur le système en Belgique, dans notre système ferroviaire, et c'est une conséquence très concrète, très physique, c'est que dans un horaire cadencé et symétrique, avec une fréquence de base comme la nôtre qui est de 1 train par heure, ben, l'ensemble des trains d'une même relation se croisent toutes les heures 0 et toutes les heures 30. Il est là 15h41, et ben à 16h, imaginez-vous prendre un petit hélicoptère, survoler la Belgique, et vous verrez partout sur le réseau des trains qui se croisent. La question, c'est où se croisent-ils? En Belgique, vous verrez qu'ils se croisent parfois en rase campagne et parfois en gare. Pourtant, il y a un intérêt évident d'organiser le croisement des trains en gare. Sur le schéma que vous voyez devant vous, on voit le cas. Ma présentation. Vous voyez toujours. Excusez-moi. La présentation a sauté. Mais oui, c'est ce que je constate. Sinon, tu peux. Il est l'heure, donc peut-être. Si tu peux venir à tes conclusions. Oui. Pas forcément besoin de la présentation, c'est pas très grave. Alors, je reviens juste quand même. Voilà. Encore donc, une minute alors. D'accord. On voit au niveau d'une gare comment ça fonctionne, c'est-à-dire que les trains se croisent en gare, la relation L arrive, puis les relations IC sont arrivées avant en gare, et les bus par exemple, les taxis collectifs, et donc il y a un rendez-vous à l'heure 0 ici, et l'ensemble des modes de transport se donne rendez-vous, ce qui permet aux voyageurs d'avoir le choix d'un maximum de destinations. Ce que nous proposons avec le projet Integrato, c'est de passer une fréquence à la demi-heure, ce qui permet de faire en sorte que le train ne se croise plus 2 fois par heure, mais 4 fois par heure, et donc d'organiser un maximum de nœuds de correspondance sur le territoire. C'est donc tout un puzzle qu'il faut construire, parce que si ça paraît facile et évident à l'échelle d'une gare, il faut construire pour que cela puisse se faire dans un maximum de gares sur l'ensemble du pays. C'est donc un travail minutieux qui a été fait, et donc pour chaque ligne ferroviaire, nous avons défini les horaires des différents trains, les différentes relations L, IR ou IC. Je vais aller très vite, mais voilà un extrait du graphique réticulaire ici pour le nœud de Namur, mais cela a donc été fait pour l'ensemble du réseau ferroviaire belge. Et je terminerai en disant que si ce travail a été fait, donc d'élaborer un horaire idéal à atteindre à l'horizon 2035 pour le rail, c'est vraiment une approche multimodale qui est envisagée. Et l'idée est bien que ces nœuds de correspondance, ces moments de rendez-vous en gare sont aussi le rendez-vous des bus. Et c'est ainsi qu'on peut avoir une desserte fine du territoire. On a parlé de la question de l'équité sociale, de l'accessibilité aux moyens de transport. Le rail est bien, enfin, on a une belle densité ferroviaire en Belgique, mais on ne couvre pas l'ensemble du territoire. Donc, il faut absolument pouvoir combiner bus, tram, train, métro pour avoir une desserte fine du territoire. Voilà, je pense que ce projet Integrato est une manière très concrète pour pouvoir avancer dans l'amélioration de notre offre de transport public. C'est un projet qui devrait permettre de donner à tous les acteurs un win-win pour les voyageurs, pour les opérateurs, pour les autorités. Mais cela implique vraiment de définir une vision commune, de s'y tenir et de collaborer étroitement entre niveaux de pouvoir, entre opérateurs. Voilà, j'ai essayé d'accélérer pour terminer dans les délais. Merci Juliette.
Écoute, en tout cas, la présentation est passionnante et je pense que beaucoup de monde qui y a assisté veut en savoir plus parce que, enfin, en tout cas, à mon niveau, j'ai découvert quelque chose l'ingénierie des flux liés à la gestion des horaires est quelque chose de très intéressant. Et c'est très intéressant de se dire qu'en travaillant sur ces aspects-là, on peut déjà avoir un impact très positif. Et j'avais toujours, moi qui ai beaucoup voyagé en train en Suisse, j'avais toujours été j'étais toujours très, comment, surpris par la différence entre les deux pays. Mais bon, nous ici, on garde cette approche qu'il faut toujours avoir un peu de retard. D'ailleurs, bon, on a un peu de retard, donc on a pris un quart d'heure de retard, ce qui me semble tout à fait raisonnable d'un point de vue SNCB, sans vouloir être médisant du tout, hein, mais pour être un grand usager de la SNCB, moi aussi, j'ai malheureusement souvent cette expérience. Donc, je propose de passer la parole à présent à Stéphanie Vincent, qui va nous rejoindre sur scène. Donc, Stéphanie Vincent, elle est sociologue. Elle est spécialiste des transports, elle a fait beaucoup de travaux sur le sujet, elle travaille à l'université Lyon 2, et donc où elle enseigne l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Alors, Stéphanie, si vous pouvez nous rejoindre. C'est bon. Bonjour. Voilà, voilà. Bonjour. Écoutez, je vous laisse la parole. Donc, on a un petit quart d'heure, donc on va terminer un peu plus tard, mais bon, c'est pas un énorme retard. On a un quart d'heure de retard, mais c'est pas grave. Okay. Donc, je vous laisse la parole pour un quart d'heure de présentation. Merci. À tout à l'heure. Hop. Je vais lancer la présentation. Et hop. Voilà. Alors, pour ma part, je voulais un petit peu questionner dans cette intervention le futur des mobilités, mais du point de vue des usages et des usagers. Et pour cela, j'ai essayé de compiler différents travaux de recherche qui permettent d'apporter un petit peu des éclairages sur les mobilités de demain. Alors, comme point de départ en fait de cette présentation, je voudrais revenir sur un constat qui fait peut-être un peu beaucoup même très 2019, hein, genre avant la crise sanitaire et le confinement et tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, peut-être pour rappeler combien nos sociétés sont devenues des sociétés mobiles, des sociétés de la mobilité généralisée. Bon, il y a plusieurs penseurs hein, qui ont théorisé ces aspects-là. Peut-être aussi pour rappeler que ces mobilités dans les sociétés contemporaines, c'est pas seulement des questions de déplacement dans l'espace géographique. On a beaucoup parlé dans les présentations précédentes hein, de systèmes de transport, de déplacement à l'échelle locale, régionale, etc. Mais il faut aussi savoir que les technologies numériques, elles participent aussi hein, au déploiement de ces sociétés mobiles parce qu'elles vont encourager finalement, en tout cas tous les travaux qui ont été menés sur ces questions-là montrent qu'il y a vraiment des effets d'entraînement mutuel entre les déplacements dans l'espace géographique et le développement des technologies numériques. On pourra éventuellement y revenir sur les questions de télétravail. C'est pas si simple en fait qu'il y ait des effets de substitution entre les déplacements dans l'espace géographique et le développement du télétravail. Plus particulièrement en fait dans ce monde mobile, ce sont surtout finalement des mobilités que nous on a qualifié dans des travaux de recherche comme des mobilités réversibles, mais je vais y venir tout de suite après, qui se sont déployées, c'est-à-dire des mobilités qui fonctionnent sur des systèmes qui permettent de faire des allers-retours rapides dans l'espace géographique et donc qui finalement, ce sont des pratiques, des usages qui vont se déployer grâce au développement de systèmes de transport qui vont permettre justement de faire ces déplacements efficaces et rapides sur le territoire et qui vont aussi permettre du coup de faire des agencements des agencements spatio-temporels qui auparavant, il y a 30 ou 40 ans, n'étaient pas du tout possibles. Et effectivement, les technologies numériques, elles participent aussi à cette démultiplication des expériences de vie. Donc, une fois qu'on a fait un peu ce constat global, je voudrais, à partir de là, questionner particulièrement 3 éléments. Donc,
le premier, c'est justement d'aller un petit peu plus avant en fait sur le sens qu'on peut donner à ces mobilités réversibles. Est-ce que elles s'inscrivent vraiment dans cette perspective d'automobile, ou bien qu'est-ce qu'elles veulent dire en fait pour les usagers, pour ceux qui les pratiquent au quotidien, et c'est peut-être le cas de tout un chacun autour de de ce séminaire aujourd'hui. Dans un second temps, je voudrais apporter quelques éléments de scénarisation sur le futur des mobilités à partir d'une étude qui a été réalisée par des collègues de l'EPFL. Et puis enfin, dans un troisième temps, si j'ai le temps, mais c'est vrai qu'on en a déjà beaucoup parlé, j'aimerais revenir un petit peu sur les effets de la crise sanitaire sur les mobilités et sur la manière dont ça peut impacter ou ça va impacter. On n'est pas Madame Irma, c'est toujours difficile de prédire l'avenir, mais au moins de réfléchir un peu à l'impact que ça pourrait avoir sur les usages des mobilités. Alors, justement, sur ces aspects mobilité réversible, donc dans plusieurs travaux que j'ai pu mener en fait ces dernières années sur notamment les pendularités ou les grandes mobilités pour des raisons professionnelles, eh bien, on a vu apparaître vraiment cette distinction assez forte entre des mobilités de type réversible et des mobilités de type irréversible. Donc, c'est quelque chose qu'on a conceptualisé avec des collègues pour essayer d'y voir un peu clair, en fait, sur les différentes formes de déplacement dans l'espace géographique qu'on pouvait voir. Donc, cette question de réversible, d'irréversible, il faut vraiment le voir comme une sorte de polarité sur un continuum. Du côté des mobilités les plus réversibles, on va avoir justement les pendularités, les mobilités du quotidien, éventuellement des mobilités de loisirs qui vont fonctionner sur la forme d'un aller-retour dans l'espace. Sur des temporalités relativement courtes. Et puis, du côté des mobilités irréversibles, on va plutôt avoir du coup des mobilités qui supposent des changements d'ancrage, notamment le déménagement ou éventuellement la migration s'il y a un déménagement au-delà d'une frontière. Donc simplement pour catégoriser un petit peu ces différents éléments. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des recherches vraiment sur ce que signifient ces mobilités réversibles, donc notamment les pendularités ou des mobilités en lien avec le travail pour ceux qui les pratiquent, c'est que paradoxalement, on se rend compte que ces mobilités-là, elles ne sont pas vraiment l'expression d'un tout mobile ou d'une injonction à la mobilité que les gens auraient complètement réapproprié. Mais très souvent, en fait, ces mobilités, elles constituent des stratégies de gestion ou des stratégies d'articulation, en fait, entre la vie privée et la vie professionnelle. Je vous ai mis ici une petite illustration qui vient d'une publication qu'on avait faite il y a quelques années sur les mobilités liées au travail, où finalement on se rend compte que face à l'incertitude professionnelle, les individus ils vont d'abord chercher à préserver leurs ancrages, donc leurs ancrages résidentiels, leurs ancrages sociaux, parce que c'est aussi une manière de continuer à maîtriser certaines choses dans un monde qui est relativement incertain. Donc, on va du coup chercher à maîtriser ce qu'on peut maîtriser, donc son lieu de vie, ses relations amicales, familiales, etc. Et finalement, ces mobilités plutôt de type réversible, donc pendularité, mobilité du quotidien, qui parfois peuvent être relativement intenses sur certains territoires ou certaines temporalités, eh bien, elles viennent paradoxalement préserver des ancrages, et donc on n'est pas là dans une signification de la mobilité, ou en tout cas pour les gens c'est pas l'expression d'un souhait profond d'être hyper mobile, mais ça va être plutôt des stratégies de conciliation justement pour préserver de l'ancrage. Donc c'est relativement paradoxal d'une certaine manière. Maintenant, ces questions d'aspiration mobilitaire, elles peuvent évoluer, et nous, on l'a pu le voir aussi dans ces travaux qu'on a menés sur les mobilités liées au travail. Elles évoluent également en fonction de l'incertitude économique dans le territoire de résidence. En particulier, on a montré dans ces travaux-là
que plus il y avait d'incertitudes économiques dans le territoire de résidence des individus et plus il y allait avoir en fait des aspirations mobilitaires vers des formes irréversibles de mobilité. Donc, pour le dire autrement, quand on a un territoire de résidence dans lequel il est relativement difficile de trouver du travail, et ben d'abord, on va essayer de se tourner vers des mobilités de type réversible, donc pendularité, et puis après, progressivement, on va aller vers parfois de la pendularité à la semaine, avec un hébergement sur un lieu d'emploi, mais qui soit relativement proche du lieu de résidence initial pour pouvoir faire des trajets à la semaine. Et puis, progressivement, on va envisager d'autres formes de mobilité beaucoup plus irréversibles qui vont engager, du coup, un déménagement, une relocalisation et donc une transformation des ancrages à la fois résidentiels et sociaux. Donc, ces éléments-là, en fait, ils montrent que du point de vue des individus, les mobilités, en tout cas le système mobilitaire, c'est pas seulement une manière d'être dans l'air du temps et de devenir hypermobile, mais c'est aussi paradoxalement, vraiment, j'insiste là-dessus, une manière de s'ancrer, de protéger ses ancrages. Et de ce point de vue-là, je vais faire revenir un peu mes outils numériques dont je parlais tout à l'heure déjà. Ces outils numériques qui vont favoriser les téléactivités, donc le télétravail, mais aussi les achats à distance ou autres, eh ben, elles vont renforcer ce phénomène-là, puisqu'elles permettent, elles aussi, en fait, d'être dans différentes expériences géographiques, tout en restant au même endroit, tout en préservant des ancrages. Donc, on est vraiment loin, en fait, des imaginaires hypermobiles qu'on peut entendre par ailleurs sur ces questions-là. Je voudrais maintenant, j'ai aucune idée en fait du temps sur lequel je suis. Ah, ma présentation a sauté, non? Oui, en fait, ouais. il reste 5. Ok, je vais aller très vite. Donc, les scénarios… Mais on est intéressé par les scénarios. Donc, ouais, justement, les scénarios pour 2050. Donc là, je m'appuie sur des travaux qui ont été réalisés. Par contre, il n'y a plus d'images. Plus d'images. Hop, partager. Ah non, j'espère que ça ne va pas planter maintenant. Tac, tac, tac. Voilà. Le voilà. Donc, les scénarios pour 2050, donc je vous ai mis la référence, hein, si ça vous intéresse, c'est un article en anglais qui a été écrit par des collègues de l'EPFL. Ces scénarios, en fait, ils sont construits sur des signaux faibles qu'on voit apparaître aujourd'hui et qu'on a essayé de tirer, en fait, jusqu'au, voilà, un peu à leur paroxysme. Le premier de ces scénarios, ça va être un scénario qu'on a appelé ultra-mobilité, qui est un scénario finalement de l'hypermobilité, en tout cas de la grande mobilité, dans lequel on va trouver une valorisation forte des mobilités avec des usages très forts justement des systèmes de transport, avec l'importance de la vitesse, avec l'importance de l'hyperconnectivité également. C'est un peu, si vous voulez, le scénario de l'hyperloop, donc cette connexion ultra rapide entre des centres économiques et urbains importants. Ce scénario de l'ultramobilité, il pose évidemment énormément de questions et notamment il pose des questions alors sur des aspects énergétiques, environnementaux. Il pose aussi des questions de justice, on en parlait tout à l'heure, des questions d'accessibilité en lien avec des questions sociales et des questions de justice sociale. C'est finalement qui est capable de bouger dans ce genre de scénario et qui ne l'est pas et qui a les ressources pour pouvoir le faire et qui ne les a pas. Donc voilà, ça c'est le premier scénario ultra-mobilité. Le second qui s'appelle le scénario alter-mobilité. Donc là, on est plutôt sur une transformation des usages mobilitaires, donc avec l'utilisation de modes alternatifs, mais sans modification forcément de la portée spatiale de ces déplacements. Donc dit autrement, on va continuer à aller loin, mais on va utiliser pour ça des modes de déplacement différents, parfois peut-être moins rapides. Donc là, on est vraiment dans un scénario de transformation des usages qui serait assez radical, avec des modes de transport peut-être moins technologiques, peut-être moins aussi énergivores, et qui se ferait du coup au profit
d'un plus grand confort dans le déplacement, d'une plus grande qualité dans la mobilité. Et puis, on a un troisième scénario qui est le scénario proxy mobilité. Donc, le scénario proxy, on est à la fois sur un changement de mode, changement d'usage, et puis on est aussi sur une remise en cause de la mobilité à longue distance. C'est un petit peu ce qu'on a vécu pendant la situation de confinement, le scénario proxy. Donc, on va avoir un changement de mode vers des modes beaucoup plus lents, des activités qui vont se resserrer en fait sur un périmètre beaucoup plus local. Donc, c'est un petit peu quand même un scénario du repli sur soi. Ça peut être un scénario